Bonsoir. Le Covid-19 nous tient toujours à la gorge, mais le gouvernement fait front sur le plan sanitaire et médical, sur le plan économique aussi. Cette semaine, le Premier ministre, chef du gouvernement, a annoncé une batterie de mesures d'assouplissement et de soutien à l'économie nationale, mise à mal par l'arrêt des activités ou le ralentissement de celles-ci dans plusieurs filières, avec les conséquences que l'on sait, baisse des revenus, mise en chômage technique, accumulation des arriérés de toutes sortes. Le patronat, à travers le JICAM, le MECAM et autres groupements, a crié son désarroi. Et le gouvernement a réagi à travers les annonces du Premier ministre. La question maintenant est de savoir, cela est-il suffisant? Comment s'annonce le long terme? L'État a-t-il les moyens d'assumer les mesures qu'il a prises? Question à un économiste. Le professeur agrégé Désiré Avom est le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Yaoundé 2. Professeur Désiré Avom, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ibrahim Chérif. Alors, la crise sanitaire a-t-elle définitivement entraîné une crise économique dans notre pays? Pas seulement dans notre pays. La crise, elle est mondiale. Elle touche l'ensemble des pays du monde. Les premières estimations qui sont faites par les différentes institutions internationales montrent que cette crise sera extrêmement sévère. Et notre pays, malheureusement, n'est pas épargné. Est-ce que l'État, on va dire, a les moyens de financer toutes les mesures, la batterie de mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre, chef du gouvernement? Il y en a un certain nombre. L'État a les moyens de financer cela dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui? Je voudrais, si vous me le permettez, d'abord expliquer un certain nombre de choses pour comprendre la difficulté de l'État, qui n'est pas spécifique au Cameroun et qui concerne tous les pays du monde, quel que soit le niveau de développement aujourd'hui. La plupart des gouvernements font face à cette crise sanitaire, qui est une crise inédite. On n'a pas de précédent historique, et dont les conséquences économiques sont aussi inédites, parce que les comparaisons sont généralement faites avec la crise de 1929, mais tout le monde s'accorde aujourd'hui. C'est plus grave que ça? Tout le monde s'accorde aujourd'hui que cette crise sera plus grave, parce que nous vivons dans un contexte de mondialisation et les effets, n'est-ce pas, de transmission sont très importants. Donc la difficulté, en fait, des gouvernements aujourd'hui se situe au niveau de la poursuite d'un certain nombre d'objectifs. En réalité, il y a 3 objectifs simultanément qu'il faut atteindre. Il y a la question sanitaire. Il faut sauver les vies, ça c'est évident, la vie n'a pas de prix. Il y a la nécessité, n'est-ce pas, de maintenir le fonctionnement économique. Et puis, il y a d'un autre côté la nécessité aussi de maintenir les libertés publiques. Donc nous avons en sorte de ce que les économistes appellent un triangle, qui est un triangle d'incompatibilité. Au sommet, nous avons les problèmes sanitaires. D'un autre côté, au bas du triangle, nous avons les questions économiques. Et puis nous avons les questions de liberté. Donc, aucun pays au monde ne peut simultanément atteindre les 3 objectifs. Vous allez faire le choix de 2 objectifs pour sacrifier l'autre. Et un exemple pour bien comprendre. Vous regardez un peu la situation aux États-Unis. On privilégie la liberté humaine. On fait l'hypothèse implicite que les êtres humains sont conséquents, qu'ils vont comprendre libres de leur choix. Ils sont libres de leur choix, donc ils peuvent se protéger. Le président Trump privilégie la relance économique parce qu'il ne veut pas que l'économie soit bloquée. Et nous avons vu les difficultés que le président a eues avec certains de ses gouverneurs. Nous avons d'autres pays qui ont profité naturellement de cette crise pour renforcer même leur pouvoir réglementaire, contrôlent les libertés. Les pays comme le Vietnam, la Chine, et nous observons les résultats qui sont obtenus. Nous avons des pays européens qui sont des pays sociaux-démocrates qui privilégient l'économie tout en donnant la possibilité, n'est-ce pas, aux agents économiques, n'est-ce pas, de se mouvoir, mais agissent aussi sur la santé. Et donc, tout cela dépend de la structure de l'économie. Vous avez vu, le confinement, il est total en Europe et dans certains pays. Mais ici, chez nous, on a dit que ce n'était pas possible, compte tenu de notre structure économique. Tout à fait, compte tenu de notre structure économique, compte tenu de la structure même sociale du pays. Donc, la plupart des personnes vivent au jour le jour. On l'estime à 70-80 personnes, des gens qui vivent dans le secteur informel, qui vivent au quotidien. Donc, les confinés étaient extrêmement difficiles. Donc, ça rend
des prises de décision extrêmement difficiles. Ça rend davantage les prises de décision extrêmement difficiles parce que le virus même n'est pas maîtrisé. Il est changeant. On ne peut pas le maîtriser. Donc, ça fait que le gouvernement, vous avez vu absolument depuis un certain temps, au début, dans la plupart des pays, on a eu l'impression qu'il maîtrise, n'est-ce pas, des éléments de langage. Aujourd'hui, on va vers une cohérence. Il y a des réunions qui se tiennent régulièrement pour essayer d'évaluer la réalité de la situation et de prendre les décisions. Et je pense que les décisions qui ont été prises vont dans ce sens. De mon point de vue, ce sont des décisions qui préparent la relance économique. Pour éviter que lorsque la relance, parce qu'il y aura relance économique dans tous les cas, il y aura l'après Covid-19, il y aura une croissance économique qui va devenir. Donc pour le moment, le gouvernement essaie, n'est-ce pas, de limiter les dégâts. Parce qu'aujourd'hui, on cherche à voir quelle sera la forme de la reprise. Dans ce sens, on peut avoir une forme en V. C'est la forme souhaitée, c'est-à-dire que nous avons une chute brutale de l'activité comme cela s'observe aujourd'hui. Et immédiatement après, à la suite des relances au niveau national, parce que le Cameroun doit relancer son économie au niveau national, mais il y a un ensemble de mesures qui doivent être prises au niveau international à travers, n'est-ce pas, les différentes instances consacrées. Donc, le scénario le plus souhaitable, c'est une chute brutale de l'activité, comme on l'observe, et puis immédiatement après, il y a une croissance. Pour que cette croissance puisse prendre, il faut que l'économie soit préparée. Et je pense que la plupart des mesures qui ont été prises par le gouvernement visent à faire redémarrer une activité économique. Sinon, on peut avoir un scénario plus catastrophique, c'est-à-dire une chute brutale de l'activité économique et puis un étalement de cette crise et dont la reprise... Parce qu'on ne s'y est pas préparé. Parce qu'on ne s'y est pas préparé. Donc, ces mesures, de mon point de vue, participent de la volonté du gouvernement à montrer d'abord qu'il la maîtrise, n'est-ce pas, de la situation, qu'il est préoccupé par la situation et que ces mesures vont être accentuées d'une manière ou d'une autre. Parce que s'il y a revirement de la conjoncture, si le gouvernement a d'autres éléments nouveaux qui permettent, n'est-ce pas, d'accélérer ou de décélérer, le gouvernement va certainement... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il s'agit simplement des premières mesures sur le plan économique? C'est évident. Regardez, depuis que, cette crise sanitaire a commencé, vous avez vu combien de fois le Premier ministre a intervenu pour faire des annonces. Naturellement, en appliquant les décisions, n'est-ce pas, du chef de l'État. Donc, à chaque instant, au moment où on a un certain nombre d'informations, ces informations permettent de prendre des décisions. S'il paraît que les conditions ne sont pas réunies pour relâcher, par exemple, l'ouverture des bars, vous avez vu, beaucoup de gens se sont manifestés leur joie. S'il apparaît que ce n'était pas une décision bonne, parce que la décision est prise à un moment donné sur la base des informations que nous avons, on peut se tromper après, parce que les informations qu'on avait ne sont plus les mêmes à un moment donné. Donc, on réajuste. Donc, moi, je suis convaincu que ces mesures vont évoluer dans le sens de l'amélioration de notre système productif. Alors, il y a donc la question, est-ce que le gouvernement a donc les moyens de tenir ses engagements? Il a pris un certain nombre de mesures. Dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, on va dire qu'il n'y a pas assez d'argent. Vous savez, le gouvernement, c'est un agent économique, comme vous et moi. Le gouvernement a des recettes. Quand on parle de gouvernement, nous sommes plus ou moins tous concernés à des degrés divers. Donc, le gouvernement a des recettes et sur la base de ces recettes, il va agir. Et donc, quand vous observez certaines de ces mesures, le gouvernement renonce à une partie de ces recettes. Donc, ça réduit quelque part sa capacité à pouvoir intervenir. Donc, en fonction des ressources que le gouvernement va avoir dans le contexte qui est le nôtre, on va essayer, n'est-ce pas, de définir les priorités. Et je pense que dans le budget ou dans le fonctionnement actuel, il y a des poches d'économie. Il ne faut pas seulement penser aux poches d'économie. Il faut d'abord voir aussi la possibilité que le gouvernement a collecté les ressources. Peut-être il y a des réserves, parce que c'est une gestion, en fait, la gestion macroéconomique veut que lorsque vous avez des ressources en abondance, en certaines périodes, il va falloir faire des réserves. Mais il est extrêmement difficile pour le Cameroun, compte tenu du fait que depuis 2013, vous imaginez, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. On a le Boko Haram, on a le Nozo, et beaucoup de gens se demandent comment le Cameroun tient encore debout jusqu'à ce jour. Parce qu'il y a une gestion prudente, il y a certainement eu des réserves qu'on épuise, il y a la coopération... Fameuse résilience. Cette fameuse résilience, elle est une réalité. Alors, professeur Désiré Avom, merci de vous prêter ainsi à nos questions. Vous aurez à répondre
aux questions des internautes tout à l'heure, questions rassemblées pour nous par Elvis Mbimba. Actualité hebdo ce dimanche, ce sont les réactions aux mesures d'assouplissement et de soutien à l'économie annoncées par le Premier ministre et chef du gouvernement. C'est une autre semaine sociale et politique telle qu'observée par la rédaction. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à l'émission Actualité hebdo. La suite, c'est dans un tout petit instant. Notre invité, le professeur Désiré Avom, économiste. Professeur Désiré Avom, alors, l'État a probablement des ressources, mais on arrive dans une situation où si l'État n'arrive pas à payer, il va falloir qu'il s'endette. Est-ce qu'il ne s'agit pas de ça? Pas forcément. Pas forcément. En fait, il y a un problème d'ajustement aussi. Je pense que la situation est telle que nous devons être compréhensifs. C'est comme un père de famille qui voit ses revenus diminuer. Il faudrait que les enfants puissent comprendre que la situation n'est plus celle que nous connaissons avant, qu'il y a des revenus moindres que ceux que nous avions avant. Donc il faut s'ajuster. Donc on ne veut pas faire du surenchère. L'État n'a pas une caisse noire, de mon point de vue, où on va puiser l'argent de façon illimitée. Nous sommes dans un contexte particulier. Et il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait des échanges entre les différents partenaires pour comprendre la difficulté que l'État peut avoir. Donc, imaginez, on envisage l'endettement. Déjà, le niveau d'endettement du Cameroun est parmi les plus élevés en ce moment en Afrique centrale et même en Afrique, vis-à-vis par exemple de la Chine. Donc cet endettement auquel on peut pousser le gouvernement va avoir des effets dans le futur. Il me semble que nous devons tous être mobilisés, que les différents instants de dialogue entre le gouvernement et les partenaires secteur privé puissent, n'est-ce pas, être mis en branle. Ce qui s'est passé ces jours-ci entre le JICAM, le MECAM et autres groupements patronaux et le gouvernement est à saluer. C'est à saluer. Ça, c'est une initiative ancienne. Je pense que le gouvernement a des plateformes de négociation, mais c'est à saluer et à encourager. Est-ce qu'on a eu cette impression que justement le patronat ou les patronats essayaient véritablement de bousculer le gouvernement, de faire du forcing? Ils sont dans leur rôle. On n'a jamais vu un patronat dans un monde aujourd'hui être satisfait. Ils demandent un peu plus pour espérer avoir suffisamment. Ils sont dans leur rôle non seulement de veille, mais aussi un rôle qui participe à l'élaboration de la politique économique et puis à la mise en œuvre de cette politique économique. Donc, ce que j'ai dit, il faut que le patronat soit conscient des moyens limités qu'a l'État. Parce qu'on ne peut pas penser que l'État va je vais utiliser le terme hélicoptère, des billets, les injecter comme ça, et puis on va créer d'autres problèmes. Donc il faut que nous soyons patients. Et la plupart de certaines de ces mesures prises par le gouvernement décalent certaines échéances de paiement de certains impôts en attendant que l'activité économique puisse reprendre et que ces entreprises puissent être à mesure, n'est-ce pas, de payer. Temporisons vraiment nos revendications. Est-ce que vous avez l'impression que l'État lui-même déjà a tiré les leçons des crises antérieures, lorsque vous voyez les mesures qui sont prises, lorsque vous voyez comment tout cela est géré, tout cela est mis en musique? Oui, on peut le dire, mais il faut savoir, ce que j'ai dit au début de mon intervention, c'est une crise inédite. On n'a pas eu de référence dans le passé. Donc, la mobilité du virus fait qu'on ne peut pas savoir du jour au lendemain ce qui va se passer. Donc, les mesures qui sont prises sont les mesures qui répondent au problème ou alors au niveau d'information qu'on a à ce moment. Donc, l'État, naturellement, tire les leçons des différentes crises. La plupart des instances qui sont créées n'existaient pas avant certaines périodes. Quand il y a une crise, automatiquement, on cherche à résoudre la crise et puis on tire les leçons, n'est-ce pas, de cette crise. Il faut modifier, par exemple, le fonctionnement d'une structure ou créer une structure pour gérer, n'est-ce pas, ces problèmes. On le fait. Donc, toutes les institutions qu'on rencontre, non seulement ici au Cameroun, mais dans d'autres pays, sont généralement le résultat d'une réponse à une crise qui a existé et qui devient une préoccupation dont on ne dit plus jamais ça. Il faudrait qu'il y ait des structures de veille, des structures de négociation, des structures de partage d'informations pour anticiper sur les évolutions à venir. Alors voilà un pays qui, au début de l'année, se donne un budget de près de 5 000 milliards et qui, quelques mois simplement après,
a donc tous ces problèmes-là. Vous avez dit c'est une crise mondiale, oui. Baisse des revenus, il y aura un certain nombre de choses qui ne viendront pas, justement. Ce budget-là, on fait comment cette année? Il va certainement avoir une loi, un correctif budgétaire. Hein, et que bon, il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas se faire. Quand vous regardez l'évolution de notre pays, du gouvernement, il y a toujours des récriminations qui sont faites sur un certain nombre de dépenses dont l'utilité n'est pas toujours... Il y a des chapitres qui certainement vont être... Les missions à l'étranger, les carburants, les frais de séminaire, etc. Comment voulez-vous justifier, n'est-ce pas, un séminaire dans le contexte qui est le nôtre? Je suis convaincu qu'il n'y aura pas de sortie d'ici la fin d'année, puisque les pays européens envisagent l'ouverture de leurs frontières en septembre. Et les mouvements ne vont pas commencer immédiatement. Et puis, il faut bien justifier la sortie. Vous allez sortir pour aller faire quoi? Pour une fois, hein, comme dirait un de mes collègues. À quelque chose, malheur est bon. Oui, on peut le dire. Ce que je voulais dire, c'est que pour une fois, toute l'élite africaine est confinée avec la population. Et donc, ça fait des économies, parce qu'il y a une bonne partie des ressources qui est utilisée pour des missions qui sont justifiées, hein, des réunions où le Cameroun doit être présent. Mais il y a aussi, tout le monde le sait, des missions qui ne sont pas justifiées, qui restent assez fantaisies. Je pense qu'il y a des poches dans le budget qui devraient ne plus se justifier. Donc il y a des possibilités d'agir. Il y a des possibilités d'agir, c'est-à-dire tout cela ne devrait pas être engagé. Par exemple, l'annulation de la fête du 20 mai. C'est les économies qui sont... C'est une organisation, c'est une fête qui génère, n'est-ce pas, des dépenses importantes. C'est vrai que... Apparemment, certaines dépenses sont engagées avant la tenue de la fête, mais je pense que toutes les lignes qui avaient été prévues pour cette fête ne devraient pas être totalement engagées. Et puis, on devrait pouvoir avoir des économies sur ces activités. Donc maintenant, ce qui me préoccupe, en fait, c'est les recettes. Vous pouvez faire des économies, mais si vous n'avez pas les recettes, même pour financer ce qui reste, c'est ça la difficulté. Donc il va falloir, c'est pour ça que le gouvernement essaie de préparer l'économie à ce qu'elle soit prête. C'est pour ça qu'on soutient les entreprises, par exemple? Tout à fait, parce que il y a deux postes importants, hein, dans le budget du Cameroun en termes de recettes. La plupart, il y a les droits de porte, hein, les droits de douane liés aux activités commerciales, et puis il y a les impôts. Bon, lorsque les activités ne marchent pas, les chiffres d'affaires sont à l'arrêt, etc., sont en baisse, on s'attend à ce que les agents économiques ne puissent pas payer les impôts. Donc autant il y a des possibilités, n'est-ce pas, de faire des économies sur un certain nombre d'activités qui étaient prévues dans ce budget, dont l'importance n'est plus avérée, mais autant il y a des inquiétudes sur les recettes que nous pourrons avoir. Donc, est-ce que les recettes que nous pourrons avoir vont nous permettre de conduire, de mener à bien les activités essentielles? C'est toute la question. Peut-être le recours à l'endettement ou alors à d'autres formes de financement peut être envisagé. Les mesures d'assouplissement et de soutien à l'économie nationale étaient donc attendues. Les réactions à ces mesures aussi. Voici le reportage à ce sujet de Agnès Solange à Besselo. Une économie à bout de souffle dont les signes apparaissent comme un critère d'alerte sociale. Pas étonnant que les mesures de soutien du gouvernement connaissent un écho favorable sur le terrain. C'est une fierté et je remercie le chef de l'État d'avoir pensé à ses enfants, parce que les hôtels, les boîtes de nuit, les snack bars, les restaurants, c'était vraiment terrible. Parmi les secteurs durement impactés, il y a les débits de boissons, l'hôtellerie et la restauration. L'exonération de la taxe de séjour pour le reste de l'exercice 2020 peut déjà permettre à ces commerçants d'équilibrer les pertes et les dépenses. Ça va quand même nous permettre de revenir un peu, mais pas tout à fait. Comment ça? Bon, parce qu'il faut faire les calculs, madame. Il faut faire les calculs. Donc on attend les mesures complémentaires pour l'État. Dans le secteur des transports en commun, la mesure qui réduit le nombre réglementaire de passagers est également levée. Quoique, qui ne veulent pas qu'on les surcharge. Ils sont déjà habitués à 2 places derrière et une devant. Maintenant, quand tu veux porter 3, c'est des problèmes. Trop de problèmes ce matin par rapport à ces sujets. Les taximans sont également exonérés de l'impôt libératoire et de la taxe de stationnement au titre du deuxième trimestre, mais rien de rassurant pour ces derniers.
c'était mieux de baisser le prix du carburant. Parce que là, on ne s'en sort pas. Vous voyez le dehors, vous-même, vous voyez le dehors est sec. Tout le monde sont à la maison, personne ne sort. Personne ne sort, le dehors est vraiment sec. Ceux qui ont déjà payé, le gouvernement peut prendre les mesures. Que le mois prochain, vous amenez votre impôt déjà payé. Soit on vous coupe une autre sans que vous ne versez l'argent, ou soit, je ne sais pas comment ils vont procéder à ce niveau-là. Pour ce qui est des taxes communales, le deuxième trimestre s'annonce florissant pour les petits revendeurs au marché. Nous, dans le marché, on a accueilli ça avec beaucoup de satisfaction parce que l'homme commerçant paye trop de taxes. En ce qui concerne les taxes communales, l'impôt libératoire, l'hygiène, tout ça. Mais la mesure du chef de l'État, à travers son premier ministre qui nous a lu ces mesures-là, est venue comme un bouffet d'oxygène pour les commerçants. Donc pour nous ici, nous sommes très contents parce que vraiment c'est un bouffet d'oxygène et ça va nous encourager beaucoup. Dans le but d'encourager les capacités des collectivités, l'assouplissement des mesures à l'économie ne signifie surtout pas que le coronavirus n'existe plus. Le gouvernement prescrit encore plus de vigilance. Alors professeur, il s'agit, on en convient ici, de mesures, j'allais dire, de court terme. Quel levier on pourra activer si cette crise-là perdure véritablement? Bon, on ne va pas inventer le levier. Hein. Vous avez parlé des mesures de court terme. Les mesures, généralement, ou les leviers qui sont associés à ces mesures sont des leviers monétaires, c'est-à-dire la politique monétaire, et puis le levier budgétaire. Je pense que la plupart des mesures qui sont prises ici relèvent du budget. Parce que c'est le seul instrument dans le contexte actuel, surtout dans la configuration de l'intégration sous-régionale, c'est le seul levier où le gouvernement peut agir. On a d'un côté le levier monétaire. Je pense que les dispositions ont été aussi prises. Hein. La Banque centrale ne peut pas rester indifférente à rassurer en fait les institutions financières de ce que les ressources seront disponibles pour pouvoir répondre à la demande de financement de l'économie. Donc c'est les deux mesures traditionnelles qui sont généralement mobilisées à ce niveau. Mais moi, j'insiste davantage sur la nécessité que les gens puissent comprendre l'urgence. Il ne faut pas qu'on profite de cette crise pour pouvoir renforcer ou conforter les difficultés de l'État. L'État, c'est nous, quelque part. Ça nous ramène à la fameuse rigueur dans la gestion. La fameuse rigueur dans la gestion. Le gouvernement doit montrer des exemples dans cette rigueur, c'est-à-dire véritablement il y a des dépenses qui, de mon point de vue, ne sont pas utiles, qui renforcent en fait la structure de notre économie dans les activités festives. Hein, quand vous regardez les séminaires avec des pauses café, des locations, des chaises, etc. Donc c'est ce genre d'activité, on devrait pouvoir essayer de surchoir tout le monde. Parce que c'est vrai que ça peut faire vivre 2 ou 3 personnes, mais je ne pense pas que ça puisse tenir dans le long terme. Nous devons véritablement réfléchir sur l'accélération de la mise en œuvre de notre programme économique qui est la boussole que le gouvernement s'est fixée pour l'émergence. Alors, sur un plan, j'allais dire international, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. On vous dit tel pays a mobilisé 100 de milliards pour barrer la voie au corona et puis barrer la voie à la crise économique qui en est la conséquence. Tel autre pays, 200, 300 milliards. Et puis on voit venir le Cameroun. Bon, certains vous disent pas grand-chose par rapport à cela. Est-ce qu'il y a lieu de faire des comparaisons? Il faut faire attention avec les annonces. Quand quelqu'un annonce 300 milliards, bon, on se pose la question, pourquoi avez-vous attendu avec les 300 milliards? Pourquoi vous n'avez pas résolu les problèmes d'électricité? Pourquoi vous n'avez pas résolu les problèmes d'eau? Donc, vous savez, la crise, en réalité, se définit comment? Elle se définit comme une rupture de confiance. Donc, certaines annonces, en fait, c'est pour rassurer, pour vous dire, ne paniquez pas, nous sommes prêts à vous aider. Je ne suis pas sûr qu'on peut mobiliser la plupart de ces pays qui annonce des chiffres importants. C'est pour rassurer. Souvenez-vous, en fait, de la crise de la dette en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? On voulait rassurer, n'est-ce pas, les débiteurs.
et les créanciers aussi de ce qu'on va payer la dette. C'est pour ça que la Chine a dit, même si l'Europe n'arrive pas à payer, rassurez-vous, je vais payer. Bon, si ça ne calme pas les agents économiques, le Fonds monétaire international va venir vous le dire. Donc, ces annonces, c'est des annonces. C'est ce que nous sommes à mesure, n'est-ce pas, de prendre en charge. Et c'est d'autant plus, je dirais, il y a des problèmes dans le sens où très peu d'émis aujourd'hui sont capables de vous dire exactement quelles sont les conséquences des crises. C'est-à-dire, quand vous annoncez au début de la crise que vous allez mettre 1000 milliards, vous n'avez même pas encore bien mesuré, bien étudié les conséquences, n'est-ce pas, de cette crise. 1000 milliards, ça correspond à quoi? Ça correspond à quelle perte? Donc, je suis extrêmement prudent quand j'entends ces chiffres. On ne doit pas les comparer. Quand on parle d'1 milliard ici au Cameroun, je suis sûr au moins que le Cameroun peut mobiliser 1 milliard. Vous imaginez si le Cameroun annonce que je mobilise 300 milliards. Des gens savent que cette information est tout à fait... Ça peut aussi aiguiser, n'est-ce pas, des attentes et qui ne seront pas satisfaites et créer des conditions de crise sociale, etc. Donc il vaut mieux être prudent dans l'annonce des mesures et parfois même réagir que d'annoncer des mesures qui vont au-delà de ce qui peut être réalisable. Alors, il y a le secteur de l'import-export qui, lui également, est fortement impacté. Tout à fait. Import-export, ce sont nos revenus douaniers. Tout à fait. Quand ça ne va pas là-bas, comment on fait? Vous savez, globalement, quand on parle de restrictions en termes de transport, les transports de marchandises ne sont pas très affectés. Je me suis réjoui lorsque j'ai suivi le directeur général du port autonome de Kribi, qui annonçait quand même qu'au premier semestre, les chiffres attendus y étaient presque au rendez-vous. Donc, il y a des échanges qui continuent, mais sauf que ça continue au ralenti et ça devrait normalement impacter. Vraiment, le souhait que nous avons tous, c'est que cette crise ne dure pas au-delà d'un certain temps, parce que ça va mettre à mal toutes les mesures que nous prenons, parce que il y a des activités qui sont totalement à l'arrêt. Vous imaginez un peu des décisions qui sont prises. C'est pour ça que je dis ces décisions sont là pour préparer l'activité économique. Les hôtels, bon, quand vous dites, quand le gouvernement dit on supprime par exemple la taxe d'habitation, il y a des hôtels qui vivent uniquement des touristes. Aujourd'hui, toutes les frontières sont fermées. Il y a des hôtels qui vivent d'un certain nombre d'activités, des séminaires, des fêtes, etc. Aujourd'hui, pour des raisons de distanciation sociale, ces activités sont à l'arrêt. Donc, en réalité, ces mesures, c'est pour rassurer, de mon point de vue, des différents secteurs. Elles sont concrètes. Voilà, elles sont concrètes, mais c'est pour rassurer. Et si dans le futur, le gouvernement se rend à l'évidence qu'il est nécessaire de supprimer cette taxe pour toute l'année, le gouvernement le fera pour permettre à ce que l'activité économique puisse repartir. Mais il faut aussi qu'on sache que lorsque le gouvernement supprime certaines taxes, le gouvernement réduit ses ressources et donc sa capacité à pouvoir intervenir. Donc vous ne pouvez pas demander à l'État de surseoir au prélèvement de certains impôts et demander en même temps que certains problèmes soient résolus. Ça va être difficile parce que l'État, c'est un agent économique qui a des ressources et qui a, évidemment, à partir de ces ressources, peut réaliser un certain nombre de dépenses. Donc, le souhait, c'est que cette crise soit contenue dans le temps. Et c'est tout ce que les hommes, les chefs d'État et les gouvernements font aujourd'hui. On peut se réjouir progressivement, il y a un certain nombre d'activités qui repartent dans certains pays. Nous sommes convaincus que cette crise va permettre à ce que nous puissions relancer notre économie. Alors, dans l'actualité de cette semaine, en rapport avec la crise économique et sanitaire, il y a le retour du débat sur la dévaluation du franc CFA. On se dit, l'Afrique centrale notamment, qui est fortement impactée par cette crise, en ce moment n'aurait plus beaucoup de choix. Sur le plan du diagnostic, qui peut justifier par exemple un ajustement monétaire, oui. Naturellement, bon, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je suppose que nos réserves diminuent du fait que les prix du pétrole sont au plus bas historique, au plus bas leur niveau historique. On peut aussi regarder aussi nos échanges commerciaux qui sont une source, n'est-ce pas, de réserve pour alimenter notre compte d'opération. De mon point de vue, ce n'est pas une décision appropriée.
n'est pas une décision appropriée, c'est une décision qui va encore amplifier les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et c'est peut-être là que la France devrait jouer son rôle. Là, en fait. Parce que, vous savez, lorsqu'on critique la zone franc, à partir du compte d'opération qui garantit nos réserves et qui, justement, empêche les crises de balance de paiement et évite la dévaluation. Un des reproches qu'on fait à la France, c'est de dire finalement, le compte d'opération, c'est les pays eux-mêmes qui assuraient en réalité leur protection. En dehors du fait que ce compte était rémunéré, parce que quand on supprime ce compte, on perd des recettes. La BCEAO va perdre un certain nombre de recettes liées à ce compte. Donc on peut s'attendre à ce que la France nous soutienne pour éviter, de mon point de vue, ça c'est un point de vue personnel, hein. Je pense que si on dévalue, ça veut dire qu'on veut nous punir et ça ne peut pas résoudre le problème auquel nous sommes confrontés. La dévaluation résout des problèmes de compétitivité. Dans le contexte normal de fonctionnement de l'économie, elle ne peut pas le faire. Maintenant, les frontières sont fermées. On ne sait pas quelles sont les priorités des gouvernements lorsque l'économie va reprendre, etc. Donc, je pense que le gouvernement devrait tout faire pour éviter, n'est-ce pas, la dévaluation dans le contexte qui est le nôtre. Parce que c'est un contexte extrêmement difficile, parce qu'il y a aussi le temps de la décision importe pour garantir son efficacité. Vous prenez une décision aujourd'hui et pas avoir moins d'effets positifs ou plus d'effets positifs. Et si vous la prenez 2 semaines après, elle va avoir d'autres effets. Aujourd'hui, la situation est si grave que si on ajoute à celle-ci la dévaluation, c'est précipiter en fait la fin de la zone franc dans le cas de l'Afrique centrale. Étant entendu que en Afrique de l'Ouest, la rupture ou encore l'évolution est entamée avec la décision qui a été prise en décembre dernier en Côte d'Ivoire. Alors, vous parliez de gravité, professeur. Vous en parliez tout à l'heure. Pour le seul Cameroun, qui est un peu la locomotive des économies de la sous-région, vous avez la crise dans l'extrême nord avec Boko Haram, vous avez la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest avec des séparatistes, vous avez maintenant le Covid-19, vous avez une économie qui, globalement, n'était pas aussi en bonne santé que ça. Est-ce que ça ne fait pas un peu trop? Ça ne fait pas beaucoup? Bien sûr, pour un seul pays. On a l'impression que le sort s'abat sur le Cameroun. Et jusqu'à ce jour, il faut être malhonnête pour ne pas le reconnaître. Quand même, comme le Cameroun a pu résister. On a quand même vu certains pays qui ont été confrontés à un seul des problèmes auxquels le Cameroun a été confronté actuellement, qui n'existe plus, où l'économie est désorganisée totalement. Donc, il y a ces différentes crises qui ont touché l'économie, qui ont réorganisé, en fait, notre structure économique. La plupart de ces crises n'avaient pas de précédent. Le Boko Haram a nécessité une réorganisation de l'armée, parce que notre armée n'était pas, je peux peut-être me tromper, mais n'était pas une armée qui était confrontée à ce type de problème. C'est pour ça que vous avez vu au début de la crise de Boko Haram, il y avait toujours des indécisions, parce qu'on n'était pas prêt à cela. Quand le Boko Haram arrive, quand la crise du Nozo arrive, on a l'impression que c'est une crise qui va passer et qu'on peut gérer. Donc il a fallu se rendre à l'évidence que c'est une crise plus profonde et elle change. Et donc ça nous donne de l'expérience. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise qui est une crise mondiale, le Covid, qui va nous permettre aussi de réfléchir à l'après-Covid. Professeur, voici la semaine politique qui nous est racontée par Séverin Alégambélé avec en bonne place Jean-Jacques Ekindi qui revient au RDPC. Séverin Alégambélé. Le gouvernement assouplit les mesures de régulation sociale sans pour autant décréter la fin du combat contre le Covid-19 sur l'ensemble du territoire. Il y a certes une maîtrise progressive de la pandémie, mais on reste vigilant. C'est d'ailleurs le sens à donner à la stratégie de proximité en cours, dont l'image est redimensionnée par le don spécial du président de la République aux 360 arrondissements. La caravane des produits et matériels médicaux est partie d'Yaoundé cette semaine au cours d'une cérémonie présidée à l'hôtel de ville par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Des éléments d'appoint permettant de relever les activités de prévention et celles de la prise en charge rapide des personnes déclarées positives au test de la maladie à coronavirus. Ceux qui ont voulu que le chef de l'État parle, c'est la meilleure façon de parler parce que le chef de l'État est un homme d'action. Le chef de l'État agit.
Le fait politique cette semaine, c'est également le retour de Jean-Jacques Ekindi au RDPC. Au cours d'une rencontre avec la presse à Douala, l'ancien président du parti MP Mouvement Progressiste a annoncé sa décision de rejoindre les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qu'il a quitté après avoir occupé les fonctions de président de section du RDPC du Vouli. Je suis arrivé à la conclusion que mon activité politique sera plus efficace si je suis membre du RDPC. C'est donc après mûre réflexion que je vous annonce ma démission du MP et mon adhésion au RDPC comme militant de base. À tort ou à raison, certains voient en la démarche de Jean-Jacques Ekindi le début effectif des grandes manœuvres en vue des élections régionales. Ces échéances électorales, censées parachever le processus de décentralisation, ont d'ailleurs occupé un pan important des travaux de la première session ordinaire du Conseil électoral au titre de l'année 2020. Et les CAM souhaitent à cette occasion corriger les erreurs et tous les autres dysfonctionnements observés lors des municipales et des législatives. Des consultations populaires qui se sont déroulées, vous le savez bien, en l'absence des candidats de l'UPC, écartés de la compétition du fait des querelles internes. Fort heureusement, cette semaine, l'un des responsables de l'Union des populations du Cameroun, le député de la 9e législature, Robert Bapolipot, a été nommé membre du conseil d'administration de la SRC, la Société de recouvrement des créances, à la grande satisfaction des militants de l'UPC. Un peu comme les sympathisants du mouvement More Women in Politics, qui saluent la promotion de Mme Justine Ndifo. Selon le décret du président de la République signé jeudi dernier, la coordinatrice de More Women in Politics est désormais présidente du conseil d'administration de l'Agence de régulation des télécommunications. Un indicateur de la prise en compte de l'approche genre dans le choix de ceux qui concourent à la prise des décisions. Retour sur ce plateau avec notre invité, le professeur Désiré Avom. Alors, nous allons donner maintenant la parole à nos internautes grâce à ces éléments qui ont été concoctés pour nous ici par Elvis Mbimba. Alors, on va commencer par l'internaute Kolo Georges qui dit « Professeur, dans quelle mesure la crise sanitaire actuelle constitue une opportunité pour développer le marché intérieur ?» Qu'est-ce que vous répondez à cela? Pas forcément le marché intérieur. Je pense que cette crise est une opportunité. Globalement. D'une manière globale. Et on commence à percevoir ces opportunités avec la digitalisation. Vous voyez en fait tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc il y a des opportunités. Par exemple le télétravail. Télétravail, vous voyez les membres du gouvernement qui tiennent des réunions à distance. Nous, à l'université de Tchad, avec le recteur Tchafak, nous avons tenu nos 2 derniers conseils électoraux en ligne, chacun étant là où il se trouve, à Douala, des collègues qui sont confinés à Paris, qui ont pu intervenir. Donc, ça sont des opportunités. Je pense que, et l'internaute a raison, développer le marché national, nous avons quand même 25 millions de consommateurs. Donc, il va falloir profiter de cette opportunité, transformer, n'est-ce pas, cette crise au-delà des morts qui font mal, transformer cette crise en une opportunité pour développer notre marché. Ça interpelle les industriels locaux. Oui, ça interpelle les industriels locaux, ça interpelle le gouvernement pour accélérer le développement des infrastructures, l'énergie, parce que tout cela ne peut pas se faire si on n'a pas des infrastructures. Les Camerounais sont ingénieux, c'est extraordinaire le peuple que nous avons. Vous voyez, les Camerounais sont capables de faire un certain nombre de choses. Vous avez vu les masques, comment tout le monde essaie, n'est-ce pas, d'en fabriquer. On se débrouille, donc il faut accompagner cela. Il faut accompagner. L'accompagnement commence d'abord par la mise à disponibilité des infrastructures énergétiques, l'accès à Internet, etc. Et donc, si on a ça, si on a ces infrastructures, je ne doute pas un seul instant que nous puissions développer un certain nombre d'activités qui peuvent satisfaire nos besoins et puis conquérir les marchés sous-régionaux et voire continentaux. Alors, il y a Paul Dubois qui dit « N'y a-t-il pas lieu de craindre un surendettement de l'Afrique, donc du Cameroun, à la faveur de cette crise économique liée au Covid-19 » Il faut dire comprendre. On n'a pas les moyens, on va s'endetter. Le plus souvent, si vous observez l'évolution du monde, lorsqu'un continent ou un pays est en crise, les autres ne le sont pas. Lorsque nous sommes en crise, le plus souvent, ce qui a conduit à notre endettement, les pays européens n'y étaient pas. Or, aujourd'hui, tous les pays
sont endettés et sont confrontés à des problèmes financiers énormes. Et quand vous regardez en fait les flux financiers internationaux, vous observez que les flux des immigrants, les prévisions nous disent que ça vont baisser de 10 à 20%. L'aide publique au développement qui n'a jamais été totalement réalisée parce que les pays occidentaux eux-mêmes se sont fixés un plafond de 0,7% à atteindre pour tout pays. Aucun pays n'a jamais atteint. Aucun pays n'a jamais atteint. Il y a peut-être que la France qui atteint parfois la moitié, n'est-ce pas, des 0,7%. On a les flux financiers des investissements directs étrangers, tout est à l'arrêt. Donc, je ne suis pas sûr que les conditions d'endettement soient même remplies, parce qu'il faut trouver les ressources. S'endetter va être difficile, par exemple, parce que justement... Ça va être difficile, mais j'ai l'impression que peut-être on va aller beaucoup plus vers l'endettement privé. Pour des institutions privées qui ont des ressources, vont profiter de la rareté, n'est-ce pas, des ressources pour pouvoir proposer ce qu'ils ont. Il y a effectivement un risque d'endettement. Encore faut-il avoir les possibilités de se financer. Alors, Paul Dubois encore dit, la crise née de la pandémie du Covid-19 ne marque-t-elle pas la fin du système économique néolibéral ? On l'a quand même constaté, c'est-à-dire que maintenant c'est véritablement les États. Ça n'a jamais, ça a toujours, au plan mondial. Quand vous regardez l'histoire économique, prenez le cas de l'attentat, l'attentat du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas, du pays, des États-Unis qui sont un pays libéral, mais ça n'a pas empêché, n'est-ce pas, l'État d'intervenir. Vous savez, c'est en fonction de la conjoncture. La crise de 2008, on a vu un retour très fort, n'est-ce pas, de l'État. Au même moment, on promeut, n'est-ce pas, les privatisations dans des pays développés. Je ne suis pas sûr que ce sera la fin. Peut-être ce sera une réincarnation, une résurgence sous une autre forme. Vous n'êtes pas de ceux qui pensent que, par exemple, la Chine s'en sortirait mieux que les pays européens, par exemple? Oui, ça dépend sur quel plan. Lorsque j'ai introduit mon propos, je vous ai dit que vous regardez les gens, chacun privilégié, parce que l'objectif ici aujourd'hui, c'est de contenir le coronavirus et de limiter le nombre de morts, tout en préservant l'économie. Et donc, il y a plusieurs levées. Vous avez vu en Chine et au Vietnam, on restreint les libertés pour atteindre les résultats que nous connaissons aujourd'hui. Donc, tout dépend de l'histoire. C'est un choix. Voilà, c'est un choix. Tout dépend de l'histoire du pays, tout dépend de la structure sociale de chaque pays pour pouvoir prendre des décisions. Les décisions que vous prenez en Chine, vous ne pouvez pas les prendre dans des pays européens, et inversement. Donc, tout dépend de l'histoire, et je pense que l'avenir pourra nous éclairer davantage. Alors, Nkolo Georges dit, pourquoi les PME ont été négligées dans les mesures gouvernementales? Il y a 19 mesures, la plupart de ces mesures sont... Il fait une lecture un peu biaisée de ces mesures-là. C'est vraiment la caractéristique en fait de la plupart des gens qui travaillent dans le secteur privé. Il y a toujours une contestation permanente, il y a toujours une insatisfaction permanente, etc. Mais je pense qu'il y a quand même une ligne de crédit de près de 25 milliards qui fait partie, n'est-ce pas, des mesures que le chef du gouvernement a proposées qui vont dans le sens du secteur privé. Donc, je ne pense pas que le secteur privé soit oublié peut-être. Vous savez, le secteur privé aussi, enfin, c'est diversifié. Et lui, il parle des PME, justement. Oui, même les PME. Les PME sont diversifiées dans les différentes activités. Donc, on peut, par exemple, si vous êtes dans une PME, que vous travaillez, vous êtes dans le secteur hôtelier, vous allez pouvoir trouver votre compte. Donc, peut-être... dans l'activité pour laquelle elle exerce, si tu es une PME qui exerce dans l'import-substitution, compte tenu de la fermeture, n'est-ce pas, des frontières, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc c'est pour ça que je dis que la plupart de ces mesures devraient pouvoir évoluer. Peut-être on va supprimer d'autres pour les remplacer par d'autres, ou alors on va amplifier certaines mesures en fonction de l'évolution de la pandémie. Alors, et puis enfin, il y a Moto Pharmacie qui dit que peut apporter la prorogation de la date de remboursement des crédits de TVA. Il y a un certain nombre de mesures prises par le gouvernement. C'est pour soulager. Si on vous demande maintenant de payer cette TVA et que vous n'avez pas de moyens, vous allez être traumatisé. Ça peut affecter votre santé de savoir que vous avez une pression à payer, à respecter une échéance que vous ne pouvez pas. Donc je pense qu'on allège
pour permettre à ce que, lorsque l'activité économique va reprendre progressivement, que les gens puissent payer. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec la dette. Vous avez vu qu'un pays n'a adhéré à l'idée pour le moment de l'annulation de la dette. On a dit on diffère le paiement des intérêts. Ça veut dire qu'en 2020, si on devait payer 100, on va payer 200. Donc on diffère parce que le contexte économique justifie, n'est-ce pas, une telle décision. Et à propos justement de la dette, notamment des pays africains, on n'a pas beaucoup entendu le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et puis les autres organismes internationaux. Ils se sont fait très discrets ces derniers temps-ci. Comment ça s'explique ? Est-ce que ces institutions sont discrètes? Moi, j'ai vu pas mal de déclarations du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, en faveur, n'est-ce pas, oui, on les aurait attendus avec des mesures fortes, par exemple. Nous annulons ceci, nous rééchelonnons cela. Un peu comme ça se passait dans les années 90. Oui, en fait, moi je vois que ces interventions viendront quand on aura plus ou moins une idée sur la fin de la crise. Parce que toutes les décisions qu'on prend, il y a certaines décisions qui sont des effets d'annonce. Aujourd'hui, les décisions qui sont immédiatement applicables et qui touchent les êtres des gens, c'est de savoir que le Covid est limité, contenu, c'est de savoir que si je tombe malade, je peux me soigner, etc. Mais les autres problèmes, de mon point de vue, peuvent intervenir par la suite. Professeur, je vous propose une troisième halte dans cette émission. Nous parlons maintenant de la semaine sociale avec cette fois encore la forte pression du coronavirus. Voici à ce sujet Franck Evin. Quelle joie d'entendre cela. Dès qu'on a annoncé, j'ai eu un client. Contre les effets du coronavirus, le chef de l'État prend 19 mesures d'assouplissement et de soutien au secteur affligé. Le Premier ministre Joseph John Gouté les a énoncés cette semaine, entre autres en appui de 25 milliards de francs CFA en soutien au solde de TVA pour les entreprises ainsi que l'annulation de plusieurs autres taxes comme l'impôt libératoire. Pour les débits de boissons et autres restaurants, il est de nouveau possible de fonctionner au-delà des 18 heures. On a perdu beaucoup de choses. Je ne peux pas dire, moi mon bar par exemple était fermé depuis. Je suis très contente parce qu'on a ouvert les bars. Je remercie Dieu pour tout ce que le Cameroun fait pour nous. Je n'arrivais plus à vendre même mes 10 casiers, mes 15 casiers. Entre autres raisons de ces mesures d'assouplissement et de soutien, les résultats satisfaisants obtenus sur le front de guerre contre la pandémie. Alors que le nombre de guérisons effectue de grandes enjambées tous les jours, la décentralisation de la lutte, la recherche active des cas, l'intensification des gestes barrières et l'élan de solidarité qui se manifestent à travers le pays sont porteurs d'espoir. Espoir comme le rêve des leaders syndicaux et du gouvernement de voir les conditions des travailleurs s'améliorer. Cette année, il n'y a pas eu de festivités pour le 1er mai, mais il y a eu réflexion, un live chat sur les plateformes numériques de la CRTV entre le ministre du Travail et de la Sécurité sociale et les syndicalistes. Chers acteurs du monde du travail, vous devez explorer de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux outils technologiques, une meilleure organisation du temps dans vos champs d'activité respectifs et une réappropriation des structures d'encadrement interne. Permettez-moi de remercier tous les travailleurs du corps médical, eux qui, au péril de leur vie, sont au front de la lutte contre le coronavirus. Je salue leur engagement et leur dévouement. Ils méritent notre soutien total dans leur dur labeur si délicat. Enfin, sachez que c'est par notre civisme que nous participons à l'effort national. Sale temps pour les contrebandiers. La phase 3 de l'opération Alcomi a livré un énorme butin cette semaine à la douane camerounaise. Des produits frauduleux qui s'apprêtaient à être écoulés dans le marché noir sont tombés entre les mains des gabelous. Entre autres, des munitions, des médicaments et un respirateur. Une importante saisie pour la douane, mais le combat continue. Pour la presse aussi. Elle est d'ailleurs à l'honneur ce 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. Une autre occasion pour les hommes et femmes des médias d'amplifier l'écho des revendications sur le droit d'informer librement en toute sécurité. Thème de cette édition, le journalisme sans crainte ni complaisance.
Retour sur ce plateau avec notre invité, le professeur Désiré Avon, pour ce qui va constituer la dernière ligne droite de notre entretien. Alors, prof, il y a rareté des ressources. Et en même temps, un pays comme le Cameroun, certainement d'autres pays africains notamment, tous ces pays-là sont engagés dans de grands projets infrastructurels qui sont généralement financés par des fonds internationaux. Alors, ces fonds pourraient se raréfier. Ces projets-là, quel va être l'impact d'une crise comme celle-là sur ces projets? Mais lorsqu'on engage un projet, il me semble que les ressources sont disponibles pour aller jusqu'au bout du projet. Peut-être la rareté des ressources peut intervenir pour de nouveaux projets. Il peut y avoir ralentissement. Par exemple, si vous construisez une infrastructure qui nécessite, par exemple, d'importer du matériel, bon, compte tenu, n'est-ce pas, de la limitation du commerce, on peut s'attendre à ce que le projet soit ralenti. Mais quand on décide de réaliser un projet, de construire un pont, il me semble que les ressources sont disponibles plus souvent. Peut-être il faut craindre la part qui revient au Cameroun de ce que les ressources étant déjà rares, que le Cameroun puisse avoir un retard dans le respect de ses engagements. Mais ça fait partie de l'étape de la vie des êtres humains, de la vie de la nation. On s'attend à ce que l'économie mondiale puisse repartir et donc l'économie camerounaise puisse repartir. Et on ne construit pas un État en quelques semaines, c'est sur plusieurs années. Donc l'économie va repartir certainement. Il faut absolument tirer les leçons de cette crise pour pouvoir éviter les conséquences si une crise similaire devait intervenir. Vous avez l'air plutôt optimiste. Alors, vous basez votre optimisme sur quoi exactement? C'est-à-dire que vous vous dites, on tirera certainement les leçons de cette crise. Si vous n'êtes pas optimiste dans le contexte actuel, quelle est la meilleure attitude à avoir? C'est de pleurnicher, de rester en pleurant, et puis vous allez pleurer, vous allez épuiser vos larmes, et puis vous allez mourir. Donc il faut être optimiste. À chaque événement de la vie de l'être humain, de la vie d'une nation, il y a des leçons à tirer. Et ça, il va falloir que des études soient menées dans le détail pour pouvoir comprendre d'abord les conséquences de cette crise et comprendre un peu comment les Camerounais se sont comportés pendant cette crise, comment ils se sont battus pour vivre. À partir de ces éléments-là, on peut commencer à percevoir des innovations qui peuvent constituer, par exemple, les opportunités de demain. Donc, je suis optimiste. Je suis optimiste tout en étant peiné de voir autant d'êtres humains décédés, des médecins qui décèdent dans ce contexte actuel. C'est pénible. Mais on devrait pouvoir garder l'optimisme. Et surtout, il faut que les Camerounais sachent que c'est une réalité, cette maladie. Et que la première personne, ou alors ils sont des premiers à pouvoir limiter, n'est-ce pas, cette maladie en respectant tout ce que le gouvernement dit pour éviter sa propagation. Plus on va respecter cela, moins la crise va durer et moins les conséquences seront importantes. Mais si vraiment, comme on voit comment les Camerounais ont interprété le relâchement de ces mesures comme étant la fin du confinement, ouvrir les on a vu dans les réseaux les gens qui sont allés en boîte, etc. Donc il n'est pas exclu que si le gouvernement observe l'augmentation, n'est-ce pas, du nombre de contaminations, qu'on referme à nouveau, qu'on soit encore plus dur que nous le sommes. Donc, le gouvernement est conscient de la difficulté à gérer à la fois les enjeux de santé, la question de liberté et les questions économiques. Donc, ces mesures ne sont pas figées. Ça suit la dynamique, n'est-ce pas, du virus, ça suit l'évolution des moyens mis en œuvre pour pouvoir contenir ce virus. Vous avez vu toutes les mesures qui ont été prises, notamment le lit avec l'assistant respiratoire, etc. C'est en prévision, n'est-ce pas, d'une accélération de la pandémie. Il faut donc qu'on n'en arrive pas là. Il faut qu'on n'en arrive pas là. Il faudrait que les Camerounais soient vraiment conscients de ce que c'est un combat qui concerne tout le monde et que nous sommes d'abord nous-mêmes les premiers à nous protéger. Alors je voudrais insister sur l'aspect industrie locale, tel qu'on voit cette industrie-là aujourd'hui se déployer ou alors faire des revendications. C'est une opportunité, on l'a dit, vous l'avez dit en début d'émission. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour véritablement tirer profit de ce qui se passe, notre industrie locale?
Ben, elle doit continuer à innover. Moi, je vois plus l'État, parce qu'il y a quand même pas mal d'innovations qui ont été réalisées. Et bon, je me réjouis de savoir, par exemple, qu'il y a une innovation qui a été une porte, n'est-ce pas, voilà, donc qui a été rachetée par le gouvernement. Je pense que le gouvernement doit saisir l'opportunité, parce qu'il y a toujours des doutes sur ce qui vient de chez nous. Et c'est le gros reproche qu'on fait. Moi, j'admire l'humilité du gouvernement. Le ministre de la Santé, par exemple, qui nous dit, le monseigneur Cléda a trouvé un médicament, on ne rejette pas en disant « Ah, ça c'est du mensonge ». On a le président de Madagascar qui a réuni tout un parterre de personnalités pour annoncer. Donc on ne devait pas rejeter cela. On devait pouvoir voir, est-ce que ça peut pas permettre, n'est-ce pas, de trouver la santé. Donc il faut être humble pour reconnaître que les gens peuvent faire des choses. Vous imaginez, monsieur Chérif, comment nos parents vivaient, nos grands-parents vivaient, etc. Mon grand-père est mort, il avait près de 100 ans, comment il a fait pour vivre? Il y avait certainement des techniques, des méthodes, des médicaments que les gens prenaient qui permettaient aux gens de vivre. Mais nous avons été, comment dirais-je, plus ou moins ridiculisé, entre guillemets, parce que les gens disent « Ouais, tout ce que vous faites là n'est pas bien, il faut respecter tel protocole, etc. » Et puis, finalement, on n'a pas accès à la médecine moderne, on a oublié la médecine traditionnelle, et on est là, dans des situations extrêmement difficiles. Nous avons des mamans qui accouchaient 5, 6, 7, 4, 10 enfants, et étant bien solides. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir, et qu'on devrait valoriser pour pouvoir permettre à ce que, en compensation ou en complément de ce que nous voyons de bien à l'extérieur, que nous puissions effectivement mettre en valeur ces atouts. Alors, professeur Désiré Avom, juste pour finir comme ça, je l'annonçais, vous êtes économiste, vous partez de Tchang, comme vous étiez doyen de la faculté de sciences économiques et de gestion, vous regagnez Yaoundé pour occuper le même poste à l'université de Yaoundé 2, à SOA, comme on dit. Alors, il n'y a pas cours en ce moment. C'est le téléenseignement. Beaucoup disent « Ah, ça craint une année blanche », vous vous dites non. Non, je ne pense pas qu'il y aurait une année blanche. Je voudrais d'abord vous remercier de faire un clin d'œil à cette promotion. Et je peux considérer que je suis dans un chômage frictionnel parce que je me suis libéré de mes fonctions à Tchang. Je n'ai pas encore été installé à l'université de Yaoundé 2 à Soa. Je pense que le recteur a prévu l'installation mardi. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont permis cela, que la volonté de Dieu puisse manifester. Je pense que le gouvernement prend toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas d'année blanche. C'est d'ailleurs l'opportunité que nous offre, n'est-ce pas, les TIC a permis à ce que... Vous restez en contact avec les étudiants? Nous restons en contact avec les étudiants, les thèses peuvent être soutenues, tous les cours, à Tchang, je peux parler avec certitude, le point que nous avons fait là, il y a une semaine montre que près de 90% en moyenne des cours sont sur la plateforme et les étudiants peuvent les télécharger. Et puis, les enseignants se rendent disponibles pour pouvoir faire les cours. L'enjeu ici étant, n'est-ce pas, de laisser les études, de permettre à ce que les étudiants ne se relâchent pas. De telle manière que lorsqu'on va reprendre les cours en présentiel, on tiendra compte, bien évidemment, que tout le monde n'a pas accès à Internet parce qu'il y a des étudiants qui sont allés dans leur village, qui sont allés dans des zones reculées où on n'a pas d'Internet, on n'a pas de tous ces outils. Il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas de téléphone Android, mais c'était pour montrer qu'il y a une opportunité qui peut être comme un mode d'enseignement dans le futur. C'est des opportunités que nous avons. Ça a un coût. Le coût, au départ, c'est vraiment les infrastructures, mais ça peut réduire le coût. Par exemple, faire venir un enseignant de l'étranger pour venir... Alors que si vous avez tous les appareils, vous mettez les appareils en marche et puis vous pouvez faire le cours. Donc, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur l'a dit, il n'y aura pas année blanche. Le gouvernement a tous les moyens nécessaires pour pouvoir terminer, je pense. J'espère que les dispositions seront d'ailleurs prises pour le début des cours, le 1er juin. Donc il s'agit en fait de faire plusieurs groupes pour respecter les distanciations sociales. Par exemple, si vous avez un cours où il y a 1500 étudiants, vous avez un amphithéâtre de 1500, comme il y a des amphithéâtres à Soa, on peut diviser par 3. 500 étudiants viennent s'asseoir, vous faites le cours, étant entendu que les étudiants sont obligés d'avoir le support et le lire avant, et donc le cours va être réduit à les explications et puis à la réponse aux questions. Donc les 500 vont sortir, les autres 500 rentrent dans la salle. Je pense que je
n'ai pas de crainte à ce niveau qu'on ait une année pas au rabais, puisque une bonne partie, n'est-ce pas, des enseignements avaient été faits. Nous avons terminé à Tchang le premier semestre, fait de rattrapage. Nous avons même commencé un certain nombre de cours pendant 3 semaines. Il y a au moins 1 ou 2 chapitres de la plupart des programmes qui avaient été déjà réalisés. Donc, il s'agit de faire les 2 ou 3 chapitres qui restent et puis de terminer l'année, de préparer la nouvelle année dans un contexte, j'espère, différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. On croise les doigts et on espère. Professeur Désiré Avom, vous étiez l'invité d'Actualité Hebdo. Merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur renouvelé à m'inviter à votre émission. C'est un plaisir, toujours plaisir. Merci. Madame, Monsieur, Actualité Hebdo s'achève. Merci de votre aimable attention. Restez chez vous autant que faire se peut. Restez chez vous, prenez soin de vous. Bonne semaine, bon dimanche et à dimanche.